Dans ce podcast, que j'ai voulu intimiste, en pleine nature, en présence des fées, du petit peuple et des énergies de chamanisme celtique, je te partage des leçons et prises de conscience que j'ai eues, issues de mon vécu et de ma propre expérience de vie. Je me livre en toute honnêteté, authenticité, vulnérabilité, bienveillance et douceur dans ce podcast afin que tu puisses révéler ta fée intérieure et renouer avec ta féminité sacrée. Bienvenue dans ma féerie celtique, chère fée, dryade, nymphe, elfe des bois. Dans cet épisode, j'aborderai La vie est un cadeau. C'est une prise de conscience que j'ai eue au mois de mai, puisque cet épisode de podcast a été enregistré durant le mois de mai, ainsi que la question des enfants, mes peurs, le fait que je n'entre pas dans les cases de la société, vivre pleinement ma solitude, accepter l'aide spontanée, mes tics de langage, ne plus minimiser mes expériences, imprimer des photos pour avoir des albums photos comme avant, mon acné kystique et purulente, ma dysmorphie, me fixer des objectifs sains et équilibrer ma vie et ma santé. J'ai eu une grosse prise de conscience ces derniers jours parce que ma grand-mère côté maternelle est décédée et j'ai dû aller avec mes frères chez elle, donc faire 5 heures de route et presque 500 km pour rejoindre du coup mes parents là-bas, à sa maison familiale, maison que l'on possède depuis 3 générations déjà. Et du coup, je me suis rendu compte que la vie c'est un cadeau, qu'il faut la vivre à fond chaque jour et que on vieillit vite finalement, que l'on se rend pas compte de tout ça, mais effectivement le temps passe très vite. Et je me suis rendu compte aussi que mes parents ont un certain âge et que si je me calque à la durée de vie de leurs propres parents, il leur reste une vingtaine d'années à vivre, donc ils ne connaîtront peut-être même pas mes enfants. Parce que là, au point où je suis partie actuellement, 28 ans, célibataire sans enfant, pas encore de logement, je suis pas certaine qu'ils connaissent mes enfants. Le jour où je rencontrerai quelqu'un, que j'aurai un chez moi et que je me déciderai à avoir des gosses, il fera peut-être trop tard pour eux. Mais après, je me dis ça peut arriver très vite aussi, parce qu'il y a des personnes, j'ai déjà connu en tout cas des personnes qui ont rencontré très rapidement, sont restées très longtemps célibataires et ont rencontré très rapidement leur âme sœur, avec qui ça a matché tout de suite, et du coup ils ont eu très vite un chez eux et les enfants. Donc comme je ne sais pas de quoi est fait mon destin, je me dis finalement tout peut arriver. Mais en soi, là, à l'heure actuelle, mes parents sont pas prêts d'être grands-parents parce que mes frères et moi, on n'est pas prêts pour avoir des enfants, clairement. Et après, il se pose une autre question aussi, c'est est-ce que, actuellement, avec tout ce qui se passe, est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants parce qu'on ne sait pas réellement dans quel monde ils vont grandir? Et je me dis actuellement, toute seule avec un SMIC, en fait, c'est très compliqué de survivre, parce qu'on peut même pas dire vivre à ce niveau-là. Et en plus, je suis en intérim, donc je n'ai pas de CDI, donc très compliqué d'avoir un logement, et je suis pas prioritaire pour les logements sociaux, n'ayant pas d'enfants et étant seule, et hébergée gratuitement chez mes parents, donc voilà. Et je me dis que à deux, je vois l'exemple de mon frère avec sa copine, ils sont à deux avec des salaires, des SMIC quoi. Ils peinent aussi à vivre, ils survivent très clairement. Donc oui, on en discutait d'ailleurs avec mes copines la dernière fois qu'on s'est vues. C'est compliqué d'avoir des enfants
actuellement. Et les seules personnes qui en font, ce sont les personnes qui bénéficient de toutes les aides sociales finalement. Donc on s'est dit que peut-être que ce serait intéressant qu'on en fasse nous aussi pour pouvoir en quelque sorte élever l'intelligence de la population, parce que ce sont, en tout cas c'est mon point de vue, les personnes qui se posent les questions d'avoir des enfants ou pas actuellement dans ce monde, ce sont des personnes comme vous et moi qui avons une certaine conscience, un certain éveil spirituel, et on cogite beaucoup pour notre propre bien-être et pour le bien-être de nos enfants, histoire qu'ils aient une vie décente et tout par rapport à nos propres valeurs, à notre propre système économique aussi. Et finalement, tout le reste, il ne se pose pas la question. Par exemple, la classe, on va dire la classe moyenne et populaire, se pose la question d'avoir des enfants ou pas, est-ce qu'on peut leur assurer un avenir, des études, etc., est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, alors que la classe en dessous et la classe au-dessus ne se pose pas la question, parce que en dessous, ils vivent très clairement des aides sociales, donc l'argent leur arrive sans qu'ils n'aient besoin de travailler pour une grande partie, sauf qu'il y en a certains qui travaillent et qui n'arrivent même pas à s'en sortir financièrement malgré le fait qu'ils travaillent, ils ont quand même besoin des aides. Ceux-là, je trouve que personnellement ils ont du mérite. Mais après, ceux qui pondent des gosses pour pondre des gosses et avoir leur salaire, parce que j'ai travaillé quand même 6 mois à la CAF au pôle téléphonique, et quand on me sort, j'ai pas eu mon salaire, j'étais juste horrifiée. Je me suis dit mais c'est pas un salaire en fait, c'est juste des aides sociales. Bref. Je suis pas d'accord avec ça, et je trouve que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres, un peu gâché quoi. On pourrait l'utiliser pour un autre bien pour l'humanité. Et après on a la classe qui est au-dessus, qui elle arrive très bien à vivre décemment pour eux et pour leur génération future. Donc eux sont en train de préparer aussi le bien et le bien-être et les valeurs de leur génération future. Donc eux, ils ont déjà un avenir pour leurs enfants, donc ils ne se posent pas la question. Et donc toutes ces prises de conscience, je les ai eues principalement, sauf pour les enfants du coup, principalement lors du décès de ma grand-mère, et je me suis dit que oui, la vie est beaucoup trop courte pour ne pas être vécue, pour se prendre la tête, pour être de fausses personnes, pour se mettre des masques, pour ne pas être authentique, ne pas vivre tel que l'on est, ne pas laisser exprimer son âme, son enfant intérieur, enfin se brider en tant que femme, par exemple, et ne pas laisser sa féminité et sa sensualité s'exprimer pleinement face au monde, se montrer au monde tel que l'on est finalement. Et je me dis que c'est dommage, parce que on se prive nous-mêmes déjà d'être tel que l'on est, de se montrer authentique et vulnérable, et en plus de ça on prive les autres de notre véritable facette, qui est finalement la meilleure partie de nous-mêmes et celle que tout le monde veut voir, celle que les vraies personnes, les vrais amis souhaitent que nous soyons, pour pouvoir être eux aussi pleinement eux-mêmes, elles-mêmes. Donc oui, pour moi, la vie est un cadeau, elle vaut la peine d'être vécue, et je me suis dit, j'ai des croyances limitantes et des blocages qui m'emprisonnent, alors que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a clairement pas lieu d'être. Ça s'est créé par rapport à mon éducation, par rapport à mes expériences, mon vécu. Et c'est ce qui m'empêche d'avancer, c'est ce qui m'empêche d'être moi-même, c'est ce qui m'empêche de vendre aussi, parce que je n'arrive pas à me vendre
par des peurs totalement puériles et inutiles qui font que je n'arrive tout simplement pas à me vendre par des peurs débiles à mon sens. Peur d'être jugée, peur de ne pas réussir à déclencher des femmes, de ne pas réussir à aider des femmes, de ne pas réussir à réussir, tout simplement la peur de réussir. La peur de ne pas réussir à être moi-même non plus, de ne pas savoir comment faire alors que mon âme sait. Si j'écoutais davantage mon âme et que j'arrivais à calmer mon esprit, mon mental, qui n'arrête pas... de toute façon, vous le voyez bien dans ce podcast, qui n'arrête pas, j'aurais plus d'intuition. J'arriverais mieux à savoir qui je suis, mes capacités, mes dons, même si l'Écosse m'a déjà grandement ouvert les yeux sur tout ça, parce que ça a été quand même un sacré épisode. Faudrait que je vous le raconte en podcast quand même, ce serait sympa. Je pense que personne ne l'a vécu tel que je l'ai vécu, clairement. Mais se connaître davantage et donc faire du storytelling, pour moi en fait c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je ne sais rien. J'ai l'impression que mon expérience est tout simplement banale, que je n'ai rien à apporter aux autres, que je minimise tellement tout ce que je vis que du coup j'ai du mal à me dire je peux apporter telle chose aux femmes, je peux apporter de par mon vécu beaucoup de valeur. Donc c'est pas évident pour moi tout ça. Mais la prise de conscience sera d'autant plus effective quand je passerai à l'action, parce que là je suis dans une énergie féminine, trop féminine pour le coup. J'ai besoin de réajuster un petit peu pour passer à l'action. Donc l'autre prise de conscience, c'est que je me rends compte que j'ai 28 ans, que oui, je rentre pas du tout dans les cases de la société. Mais ça, à la limite, même s'il y a des moments où ça me pèse par rapport aux réactions de ma famille ou mes parents, je me dis ouais, je m'en fous, de toute manière, je suis singulière, je suis unique, je suis originale, donc c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'être. Et bientôt, j'aurai les choses dont j'ai besoin, qui me ressemblent, etc. Parce que je les manifeste. Et parfois, c'est vrai, j'ai du mal avec tout ça parce que ça me pèse énormément et que j'ai tendance à me comparer à mes amies qui, pour certaines, rentrent un peu plus dans le moule et ont cette sécurité que je veux absolument, mais que pour le moment je n'ai pas. Et donc, pour en revenir à la prise de conscience, je me dis que oui, du haut de mes 28 ans, j'ai vécu quand même pas mal de choses, mais je les ai pas forcément vécues pleinement. Et c'est un nouveau défi que je me fixe, c'est de vivre pleinement les choses, d'éprouver beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de me créer mon propre bonheur aussi, pas forcément dépendre des autres, quoique je suis quand même très solitaire, donc peut-être être un peu plus... pas sociable, parce que je suis très sociable, mais... comment exprimer ça, parce que j'arrive pas à trouver les mots. Passer peut-être plus de temps avec les gens que j'apprécie, avoir des moments de qualité, de discussion et d'échange de qualité aussi, parce que j'ai tendance à me retrancher dans ma bulle, dans mon coin, toute seule, beaucoup toute seule. Et même quand il y a quelque chose qui va pas, je vais peut-être envoyer un message aux filles et puis leur dire vite fait ce qui va pas, ce qui me pèse sur le cœur, mais c'est tout. Et quand elles vont me dire oui mais Mathilde, on est là, on peut t'aider, t'appelles quand tu veux et tout, je n'en profite absolument pas de cette aide, de cette main tendue, et je me dis vas-y, je gère toute seule.
Et je gère beaucoup comme ça toute seule. Je vais pas... C'est vrai qu'à chaque fois je leur parle d'un truc et après en fait je fais la sourde, la muette, je disparais. Et je reviens plus tard, toute pimpante, alors qu'elles m'ont proposé leur aide. Et je ne les ai pas utilisées. Enfin, je n'ai pas profité de cette aide bienvenue. Autre chose à faire aussi, du coup, à rajouter sur ma liste, apprendre à accepter les mains tendues et l'aide qui m'est proposée spontanément. Ce serait pas mal, je pense. Ce serait bien même. Et en écoutant mes podcasts, je me suis rendu compte aussi de la manière dont je parlais, les mots que j'utilisais. Finalement, ils sont très limitants. Parce que, par exemple, au lieu de dire c'est bien ou c'est mal, je dis c'est pas mal, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre ? J'ai pas relevé tous mes tics de langage. Mais j'ai toujours tendance à utiliser des nuances pour diminuer ce que je vis, pour relativiser, pour diminuer. Et finalement, c'est un peu me voiler. Voilà, encore une diminution, un peu. C'est finalement me voiler la face sur ce que j'ai vécu. C'est ne pas prendre pleinement conscience de mes émotions, ne pas écouter mon corps et oui, mettre un masque finalement. Un masque du c'est pas grave, t'en verras d'autres, ou alors c'est pas grave, il y en a qui ont vécu bien pire. Mais en fait, on est tellement différents face à ce que l'on vit, nos ressentis, qu'on ne peut pas dire c'est pas grave, il y en a qui vivent pire. Parce qu'il y en a qui vont vivre la même situation que nous, qui vont le vivre totalement différemment, c'est-à-dire très violemment, ou alors ça leur fera rien du tout, parce qu'ils ont un système d'évaluation de douleur ou... Tout droit, petit chien. Vas-y. D'évaluation de douleur complètement différent d'une autre, ou un seuil de tolérance de sentiments, d'émotions complètement autre aussi que le nôtre. Et finalement, nous sommes absolument pas égaux face à tout ça. Et une personne qui va être violée, par exemple, va soit le prendre plutôt dans le sens ça m'est arrivé, j'en tire une leçon et ça repart, ou alors dans le sens mais c'est horrible, je me sens sale, je me sens comme une moins que rien, je veux plus me montrer aux autres, je ne peux plus me regarder dans le miroir et j'y arrive plus et ont tendance à aller vers le suicide. Bon, là je suis partie dans les deux extrêmes, mais c'est pour imaginer un petit peu mes propos. C'est comme par exemple un mensonge ou la trahison. Prenons l'exemple de quelqu'un vous ment, il va y avoir des personnes qui vont le pressentir comme le ressentir comme une grosse trahison et ne plus vouloir jamais accorder leur confiance et tirer un trait sur cette personne, elle n'existe plus. Au contraire, il y a d'autres personnes qui vont se dire ok, vas-y, c'est pas grave, elle a menti, je sais à quoi m'en tenir maintenant, je sais comment est cette personne, mais tant pis, elle est dans mon cercle, dans mon entourage, donc je la garde, mais maintenant je fais attention à ce qu'elle me dit. Voilà, donc c'est des exemples pour dire que oui, effectivement, il n'y a pas d'égalité sur nos ressentis et du coup on ne peut pas minimiser quelque chose en fonction de comment d'autres personnes auraient vécu la situation ou par rapport au vécu d'autres personnes sur d'autres situations. C'est pour le coup vraiment notre ressenti qui fait que c'est notre expérience.
Et on ne peut pas comparer notre ressenti par rapport à une autre parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas le même système de valeurs, on n'a pas le même évaluateur, si je peux dire ça comme ça, de nos émotions, de nos ressentis, et chacun le voit par rapport à son propre vécu, à ses propres expériences de vie. Donc on est complètement différents, on est unique, donc chacun a sa propre manière de jauger un vécu. Donc c'est encore un peu brouillon tout ça, parce qu'à chaque fois j'ai des idées qui me viennent pour le podcast et je suis en pleine promenade avec petit chien, petit Charlie, et donc en fait je parle comme ça en enregistrant et je n'ai aucun papier, aucune note, aucune trame. Donc je suis désolée d'avance si c'est carrément brouillon et que ça vous plaît pas trop. Après je fais un peu de montage pour retirer les blancs. Et merci en tout cas de m'écouter, de me soutenir dans ces épisodes qui sont ultra spontanés et vulnérables. En fait je me livre clairement à vous, genre vous êtes mon journal. Clairement, j'ai l'impression de faire une session de journaling à chaque fois que je vous parle. Ça me fait du bien et en même temps, je me dis ça peut très clairement vous inspirer et vous aider dans vos propres vécus, vos propres expériences. Et d'ailleurs, si vous avez des vécus similaires ou des expériences similaires à chaque écoute de podcast, je serais très honorée de pouvoir vous lire sur vos retours, que ce soit sur les commentaires de ce podcast ou alors par retour de mail. Et les échanges sont toujours très constructifs et très éducatifs. Donc moi j'aime beaucoup et n'hésitez vraiment pas. J'ai eu une autre prise de conscience récemment. Finalement, à l'heure actuelle, dans notre ère du numérique, on fait énormément de photos. Enfin moi en tout cas... je fais beaucoup de photos. C'est stocké dans mon téléphone et je les regarde jamais. Et je me dis, mais je peux en faire quelque chose. Parce que la génération de mes parents et la génération de mes grands-parents, même s'ils ne sont plus là actuellement, avaient beaucoup d'albums photos. Et c'est bien, ça nous permet de pouvoir perpétuer le mode de vie de nos ancêtres. Montrer à nos enfants comment on était nous-mêmes à leur âge et se rendre compte de comment on vivait avant par rapport à aujourd'hui, d'apprendre à connaître aussi un peu plus notre famille. Et je me dis, c'est pareil, dans mon réflexe, j'ai je ne sais combien de photos en attente, que je me suis dit ok je vais les trier et tout, et finalement je l'ai toujours pas fait, alors que maintenant on a la possibilité de créer les albums photos sur internet et puis de les faire imprimer. Donc on a toujours la possibilité d'imprimer les photos, mais comme on est sur une ère numérique, tout est dématérialisé et on ne se rend même pas compte du potentiel de chaque ressource. En tout cas moi c'était comme ça que je le ressentais et que je le vivais avant, et là du coup je me suis dit ouais mais je peux pas, le jour où j'aurai des enfants il faut bien que je leur montre comment je suis, et je pourrais pas parce qu'il faudrait que je les recherche pendant des heures sur mon téléphone ou sur mon PC ou sur mes cartes mémoire d'appareils photo. Et c'est ridicule, on a du papier, on a la possibilité de faire de superbes albums photos, alors pourquoi s'en priver? Donc je me suis dit, ça va me prendre un temps fou, cette histoire, mais tant pis, je vais reprendre tout mon stockage et faire du tri et imprimer que les plus belles. Que ce soit sur mes années de licence, sur mes années collège, lycée, même si collège et lycée, j'ai pratiquement pas de photos parce que j'ai été extrêmement complexée par mon corps,
par mon visage parce que j'avais une acné horrible. Déjà j'avais de l'acné et en plus j'ai pris la pilule pour ne plus avoir l'acné, mais ça l'a empiré puissance 10 000. Honnêtement, je me suis retrouvée avec c'était même plus des boutons d'acné, c'était des kystes, c'était des sortes de furoncles avec certains étaient gros comme des pièces de 2 centimes et d'autres de 5 centimes. Ça m'a fait des bleus au visage. J'avais trop mal, je pouvais pas faire la bise aux gens parce que dès qu'ils touchaient un de ces énormes boutons, ça me faisait comme si on enfonçait une aiguille dans ma joue. C'était clairement pas agréable. Et quand ça perçait très longtemps, ça coulait très longtemps. Il fallait leur percer au moins 3-4 fois dans la semaine pour que le pus s'écoule. Et ça m'a fait des trous au visage. Si vous regardez bien sur les photos et les vidéos, vous les verrez, c'est au niveau des joues. Et bon, j'ai fait du laser et tout pour tenter de retirer les cicatrices et les rougeurs, mais penses-tu, c'était tellement profond que ça n'a pas retiré grand-chose. Et sinon, j'ai suivi le traitement du Roaccutane que je recommande absolument pas. Je l'ai suivi pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Mais j'étais asséchée comme pas possible. Et du coup, depuis maintenant, j'ai des problèmes de peau très sensible. Et du coup, je ne peux pas me laver avec n'importe quoi. C'est compliqué. J'ai la peau très sèche ou sèche, ça dépend des moments. Et j'ai clairement pas une belle peau. Enfin, bref. Pour qu'au final, quand c'est le moment des règles, j'ai toujours 4-5 boutons d'acné qui revient, vu que c'est hormonal. Et j'avais pris beaucoup de kilos à ce moment-là. J'avais pris peut-être 5 ou 10 kilos. Suite à la prise de la pilule hormonale, que j'ai arrêtée parce que je la supportais pas du coup. Enfin, c'est pas que je la supportais pas, c'est que je voulais pas devenir énorme. Donc j'ai dit à ma mère, vas-y, j'arrête. Je vais mettre vu qu'il faut absolument une contraception pour prendre ce médicament-là, je vais me mettre un stérilet et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai un stérilet au cuivre, ça fait des années que je l'ai. Et tout se passe bien. J'aimerais bien aller vers la symptothermie, mais pour le moment, c'est pas encore le sujet du jour. J'ai d'autres choses à voir avant. Tout ça pour dire que effectivement, je n'ai pas de photos du collège et du lycée parce que je me trouvais horrible. Grosse, énorme, avec des cuisses surdimensionnées et un bide de femme enceinte. Et ça, c'est dû à un épisode de dysmorphie qui est encore présent aujourd'hui et qui commence à se guérir lentement. À cause d'un homme, je vous l'avais déjà raconté, je crois en plus, dans je sais plus trop quel épisode précédent, du coup, j'essaierai de le retrouver, je vous le mettrai en lien, où on m'a dit que quand j'avais 7-8 ans, c'est dans l'épisode Les choses qu'on m'a dites et qui m'ont blessée. On m'a dit que je ressemblais à une femme enceinte. Et ça ramène du coup à ce que je disais avant, l'intérêt des photos, c'est que ma grand-mère avait gardé des photos de nous étant petits, mes frères et moi. Finalement, sur les photos, j'en ai vu je ne sais combien parce qu'elle a une collection de photos, je ne vous raconte même pas. En fait, je suis toute mince, toute fine, un fil de fer. Clairement, c'était ça. Et je me suis dit, mais à quel moment cette espèce de connard d'adulte a jugé bon de me dire que je ressemblais à une femme enceinte en sachant que à cet âge-là, 7-8 ans, on est en pleine construction, qu'en plus, nous, les filles, on a un énorme problème par rapport au physique parce que du coup, tout est calqué sur notre physique. On est élevé à être belle, clairement, c'est ça. Par rapport aux petits garçons. Et du coup, à quel moment cette espèce d'idiot s'est cru bon de se dire ok, je vais dire qu'elle ressemble à une femme enceinte et ça va la déglinguer toute sa vie. Mais putain, mais maintenant quand je regarde sa gamine à lui là, mais c'est une grosse baleine. Si je reste toujours dans cette optique là. Donc ça m'énerve. Je me suis pris la tête. J'avais pas de confiance en moi.
Je ne m'aimais pas. Je me cachais. J'étais horrible, irascible avec les gens, juste à cause d'une réflexion de merde qui est venue s'ancrer dans mon cerveau et qui m'a fait grandir là-dedans, dans cette espèce de boîte, de prison même, toute ma vie, alors que pas du tout. C'est pas du tout ça. Et non, mais franchement, ça me révolte parce que je me dis, mais on peut pas dire des choses pareilles à des gosses. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Les gamins, après, ils ancrent ça dans leur cerveau et ils grandissent avec. Et ça crée des traumas de merde qui, après, à l'âge adulte, sont 10 fois pires parce que du coup, ça crée des problèmes au niveau du comportement physique, du comportement social, du comportement alimentaire. Ça peut créer des TCA, ça peut créer des problèmes psychologiques, ça peut créer des anxiétés et des peurs qui n'ont aucun fondement, mais pour de la merde, pour quelque chose qui a été dit quand on était petit et qui n'a rien à voir avec nous-mêmes. Juste, c'était de la pure jalousie parce que lui avait des gamins qui n'étaient pas très dégourdis et qui étaient peut-être je sais pas, moins beau que nous, j'en sais rien, je m'en fous à la limite, tu vois. Mais par pure jalousie, vis-à-vis de mes parents, l'autre il s'est cru bon de se dire, ok, je vais déglinguer sa fille. Ok, sympa, mais super sympa. Bref, faites attention à ce que vous dites aux enfants que vous croisez. Préservez-les pour que ça fasse des adultes responsables, des adultes sains d'esprit, des adultes équilibrés, qui n'aient pas un tas de traumas après à se libérer, à guérir un tas de blessures. Déjà, il y en a pas mal au niveau karmique et familial qui se créent. On n'a pas besoin d'en rajouter. Il y a déjà aussi par rapport à l'école. Donc nous, en tant qu'adultes, on n'a pas besoin de rajouter des traumas à des pauvres gosses. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour et je voulais partager ça parce que je me dis qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Des enfants, c'est censé être innocent. C'est pas censé entrer dans la vie d'adulte. C'est pas censé être détruit, être formaté par des conneries d'adultes. Très, très clairement, c'est ça. C'est inadmissible, je trouve. Les problèmes d'adultes sont des problèmes d'adultes, on n'a pas besoin d'inclure les enfants là-dedans. Les enfants, on les préserve, on les laisse vivre leur vie, on les laisse innocents, on les laisse s'aimer, s'épanouir, enfin, on les laisse tranquilles, on les inclut pas dans les problèmes d'adultes. Les adultes règlent leurs problèmes entre eux et n'incluent pas les enfants dedans. Voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez des expériences similaires. Moi je sais que ça m'a énormément blessée. L'épisode de dysmorphie a été très long. Il l'est encore un peu aujourd'hui. Par exemple, j'ai encore des moments où quand je me regarde, je me dis mais Mathilde, t'as des grosses cuisses, elles sont toutes flasques. T'as un cul qui est tout flasque et tout plat. T'as un bide qui commence à grossir, il est tout flasque aussi. Et du coup, ça me donne envie de redoubler d'efforts pour faire du sport, de sécher, mais c'est pas... Le souci, c'est que c'est pas une bonne motivation parce que du coup, c'est par épisode, c'est par moment, c'est pas cyclique. C'est cyclique, mais c'est pas linéaire, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas une bonne motivation non plus. Par exemple, je me dirais Mathilde, remets-toi au sport. Fais attention à ton alimentation pour que tu puisses être en bonne santé, avoir un état de bien-être, préserver tes articulations et vieillir le mieux possible pour avoir le moins de douleurs possible. Ça, c'est un objectif idéal, c'est un objectif génial, c'est un objectif, un vrai pourquoi, une vraie motivation. Alors que c'est juste pour me venger de quelqu'un. Ça peut être un premier objectif, mais après il faut autre chose de plausible, de plus concret, de plus motivant et pas quelque chose d'éphémère en fait. Donc voilà,
Je sais que là je suis sur une période où j'ai très clairement envie de sécher et de reprendre une bonne alimentation et du sport et tout comme je faisais avant d'avoir ma rupture avec mon ex. Mais je sais que c'est parce que c'est mon côté bien-être et prendre soin de moi et amour de moi aussi qui revient, parce qu'il a été pendant 1 an mis de côté et sous-développé du fait que j'avais besoin de faire mon deuil tout simplement de cette relation, de cette rupture et de reprendre confiance en moi, de me retrouver de nouveau jolie, de nouveau pleine de valeur et de mérite, et me retrouver moi en fait. Maintenant que tout ce travail est fait, mes premières envies qui me suivaient de base de sport, de bonne santé, de bon équilibre alimentaire, d'alimentation saine, etc., elles reviennent et c'est logique. Donc je vais pouvoir en profiter pour remettre tout ça en place. Ça va me redemander des efforts parce que ça fait plus d'1 an que j'ai laissé tomber. Et donc ça veut dire que ça va reprendre 21 jours à se remettre en place, puisque on met 21 jours en moyenne pour en créer une nouvelle habitude. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment fini l'épisode. Je vous laisse. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!